Radio en mai. Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la bouche plus grande que petite. Quand je fais lire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop sombre pour mon âge. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Théâtre en mai, c'est la 2e édition, c'est le 2e jour du festival. On est ravis, on est au Parvis. Voilà la radio en mai qui commence à prendre ses marques tous les soirs, qui vous propose un florilège, un regard en plusieurs temps, plusieurs étapes sur le festival. Il y a des chroniques, il y a des envoyés spéciaux parfois, il y a également des lectures, il y a des entretiens évidemment, mais il y a aussi des extraits de spectacles, des performances live. On commence ce soir, vendredi 19 mai, avec Colline Coentz, qui est une jeune comédienne qui va nous lire un texte d'un auteur contemporain qui a été sélectionné. Colline est ici à l'année au théâtre Dijon-Bourgogne où elle suit sa formation de comédienne professionnelle. Alexandre. Bonsoir Aude, bonsoir Colline. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu viens nous lire un texte, si j'ai bien compris, de Magali Mougel. C'est ça, c'est Lichen de Magali Mougel qui a été envoyé, qui est lauréat de Arsena, qui a un dispositif d'aide à la création pour des textes contemporains. Et là, ce texte-là, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se fait d'une part harceler à l'école et qui vit aussi avec son père qu'elle voit se battre pour garder sa maison, qui est menacée en fait d'être détruite. Ça se passe dans le nord de la France. Voilà, et c'est son histoire. Et c'est son histoire, et je crois que c'est un texte que Magali Mougel a écrit suite à des résidences. Elle a passé du temps dans le nord de la France à écrire ce texte. Elle ne l'a pas écrit immédiatement d'ailleurs, parce qu'elle a rencontré une personne à qui c'était vraiment arrivé, parce qu'elle squattait un peu comme ça des comités citoyens. Elle allait chercher des sources d'inspiration, d'écriture à droite à gauche, et ça part donc d'une histoire plus ou moins vraie. Exactement. Eh bien Colline, on t'écoute. C'est long. Oui, une nuit. Demain met du temps à arriver. Tu étends tes jambes, tu étends tes bras. Tu pourrais étendre tes jambes et tes bras à l'infini. Le lit est vide, le lit est froid. Les draps sont glaciaux. Tu ouvres les yeux en grand. Papa. Tes mains caressent l'oreiller à côté de ta tête. Il n'y a pas d'autre tête que la tienne, alors dans ce lit, papa. Tu ouvres tes yeux encore plus grands que grands. Regarde à droite. Dehors, c'est encore le noir. Ça, c'est certain. Regarde à gauche. Il y a de la lumière qui filtre, qui tente de se frayer un chemin, juste là, sous la porte. Et puis là, par le petit trou de la serrure, papa. Sors de ton lit. Allons. Tu marches jusqu'à la porte. Le parquet est glacial, lui aussi. Il est comme recouvert de givre. On se croirait dans le freezer de la cuisine. Allons, arrête, tu marches. Tu as peur ? Colle ton oreille à la porte. Non, entr'ouvre la porte. Papa, ferme-la. Chut, doucement. Il y a du bruit au bas des escaliers. Si, écoute, il y a du bruit. Tu la connais cette voix ? Oui, c'est papa. Oui. Et cette autre voix, c'est maman. Oui. Il parle dans la pièce en bas des escaliers. Il parle, il tente de chuchoter, mais papa ne sait pas chuchoter. Papa ne sait pas parler sans faire de bruit. Baisse la voix, dit toujours maman. Mais aujourd'hui, maman ne demande pas de baisser la voix. Elle va finir par parler plus fort que lui. Elle va finir par parler plus fort que fort. Les chaises s'agitent, les chaises raclent le sol en ciment. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne descends pas ? Merde, regarde, toi, rien. Comme un putois, un chien. Regarde, l'eau, moisie, glande. Regarde, honte, carnage. Non, toi, regarde. Quoi ? Saleté à en vomir. Regarde, la gale, taudis, la mer, merde. Regarde, regarde. Et maman dit, parce que tu crois qu'on demande à une jument avant de la chevaucher ? Papa, tu dis. Dors, il répond. Papa, tu dis. Dors, on verra demain, il répond. C'était maman ? Tu dis. Non, il répond. Papa, tu dis. Oui, il répond. C'est quoi un taudis ? Tu dis.
la vie sans possibilité d'être à Bora Bora? Il répond. La cour d'école a une sale tête aujourd'hui. La cour d'école est grise. Dans un coin, les garçons coursent un chat. Sale roue, sale roue. Tu enfonces ton bonnet jusqu'à la lisière de tes yeux, tu baisses la tête, regarde tes chaussures. Tu baisses la tête et tu franchis le portail. Tu baisses la tête et tu avances. La salle de classe est loin, si loin, trop loin. Ils auraient dû la mettre juste au niveau du portail pour ne pas avoir à traverser toute la cour. Oh, ce n'est pas ce temps de pluie qui te tracasse. C'est quand les garçons auront fait la peau au chat. Sale roue, sale roue. C'est après toi qu'ils en auront. Petite pute, pourvu qu'ils fassent la peau au chat. Pourvu qu'ils le dépaissent, le chat. Pourvu qu'ils entreprennent de tanner sa peau. Petite pute, active le pas, marche plus vite. Active le pas et rentre dans le couloir. Mauvaise pioche, petite pute. Les vacances n'ont pas enrayé les vieux réflexes. Les vacances ont ouvert la porte à d'autres stratégies. T'as fait quoi pendant tes vacances, petite pute? Elle a pleuré, la petite pute? Sa mère est partie, parce qu'elle aussi c'est une petite pute. Mon père a dit qu'il a vu sa mère rôder dehors. Si une femme rôde dehors la nuit, c'est qu'elle cherche. Si une femme rôde dehors la nuit, c'est qu'elle en veut. 1. Ouvre ton manteau. L'autre attrape tes seins entre ses mains, il les serre. Ne pleure pas, ne pleure pas. T'as des seins comme les putes. Ne pleure pas, va aux toilettes si tu veux. C'est vos mères les petites putes, c'est vos pères les suceurs de putes. Tu ne le penses pas et tu le dis. Personne ne quitte le couloir. Tu jettes ton sac à la tête des garçons et c'est le noir. Merci beaucoup, Colline, pour ce texte. Et on retrouvera un extrait la semaine prochaine de ce même lichen de Magali Mougel. Exactement. Merci pour tout. Merci. Autre style, un style plus souterrain pour un spectacle qui s'appelle Underground. On est ravis d'accueillir et de vous présenter le travail de Romain Berthet, qui est chorégraphe, danseur, accompagné ici dans cette émission, mais aussi dans le spectacle d'Éric Petit, qui est avec nous dans l'émission, qui a composé la bande-son d'un spectacle très original. Le titre dit un petit peu les choses. C'est votre 3e spectacle, Romain Berthet. Exactement. Vous aimez la matière brute. Et underground, on le dit très simplement, c'est votre corps qui va à moitié s'enterrer dans la terre. Oui, juste un petit bout, pas totalement, enfin, pas vraiment à moitié, un petit bout, mais une partie importante. Voilà. La tête, en l'occurrence. Ouais. Vous nous rappelez les 2 précédents projets que vous avez faits pour qu'on comprenne un petit peu votre travail, votre recherche chorégraphique? Alors, le premier projet s'appelait De là-bas, était une pièce que j'ai faite avec un céramiste, scénographe céramiste, un compositeur de musique qui n'était pas Éric Petit, qui s'appelle Marc Baron, et un créateur lumière. Et qui était un projet autour de la matière déjà avec de l'argile. C'était une grosse scénographie avec beaucoup d'argile au plateau où les murs étaient malléables, où je pouvais passer au travers des murs, dans le sol. Donc il y avait déjà l'idée de passer les frontières, un peu de passe-muraille, de passer au travers. De passe-matière. De passe-matière. Et la deuxième pièce s'appelait Écoutez voir. Je n'étais pas au plateau, contrairement à la première. Et il y avait 3 danseurs au plateau, un musicien aussi, toujours le même musicien, Marc Baron, qui était au plateau et qui composait la musique en partie à partir des sons qui étaient créés par les danseurs au plateau. Et c'était tout un système de trappe, donc encore avec une idée de souterrain. D'accord. Donc à la fin, je commençais à en avoir un peu marre de jouer avec le souterrain, donc je me suis dit je vais faire une dernière pièce. On va assumer cette question de manière frontale et très directe, en appelant ça Underground, avec l'idée d'être à moitié enterré. Et voilà, de traiter une fois pour toutes, en tout cas pour moi, cette question. D'accord, ce serait comme la trilogie, c'est la dernière partie d'une trilogie. Donc là, il s'agit de jouer dans un espace extérieur. Exactement. Que vous avez repéré ici dans Dijon. Exactement. Selon quels critères et quelles modalités? Selon déjà des critères de technique et de faisabilité. Donc c'est beaucoup l'équipe technique du TDB qui s'est chargée de ça, que je remercie parce que je sais que c'est toujours une chose un peu complexe de réussir à trouver des espaces pour jouer ce spectacle. Parce que ça demande de creuser, que le souterrain est quelque chose qui est assez compliqué. Dans les villes, on n'ose pas trop toucher au souterrain.
pour des histoires. Voilà. Surtout à Dijon, où à chaque fois qu'on creuse, on découvre une sépulture. Exactement. Alors on préfère ne pas y toucher. Les villes ont souvent peur de ce qu'on va trouver dans les sous-sols, je crois. Donc voilà, on nous autorise des fois. C'est un peu pénible de trouver les autorisations. Mais donc ils ont trouvé un assez beau site, même un très beau site, je trouve, qui est sur l'université, sur le campus de l'université de Dijon. D'accord. Donc il faut un lieu qu'on peut explorer, en quelque sorte. Un petit peu, ouais. C'est une archéologie. C'est une forme d'archéologie, d'archéologie au sens premier, après au sens aussi gestuel. Il y a aussi tout un travail sur la mémoire. Il y a un dispositif sonore très particulier qu'on ne révélera pas complètement parce que ça fait partie, je pense, un peu de cette magie du spectacle, de ces surprises du spectacle. Mais avec voilà, l'idée de mémoire, l'idée d'un terroir, d'un territoire qui parle, qui raconte des histoires et avec lequel je me mets en discussion en fait. Donc, voilà, alors on n'a pas vu le spectacle, on vous imagine... normalement, c'est les taupes qui vont chercher dans les souterrains, qui grattent la terre, aussi, les autruches aussi. Là, c'est une forme moins animale que vous semblez proposer d'après les photographies qu'on a pu voir. Vous parliez du son, du dispositif. Comment est-ce qu'on accompagne ce geste d'un homme qui va creuser dans la terre? Alors, c'est tout un dispositif avec Éric Petit que vous allez nous dévoiler. On écoute un son que vous nous avez amené, Éric, et peut-être on vous écoute ensuite pour l'explication. C'est un indice, une image de ce spectacle titré Underground. Tout réapparaît ici, dans l'underground. Transformé, métamorphosé, ailleurs, autrement. Hôtel, étoile, galaxie. Alors Éric, je vous laisse nous expliquer. Le dispositif, j'en parlerai pas trop, parce que comme le disait Romain, on va pas le révéler. Quant à la matière, en fait, je crois qu'elle s'est un peu passée de la même manière que le processus, on peut appeler ça de la danse, mais c'est-à-dire qu'on creuse. On a posé beaucoup de choses sur la table, beaucoup d'éléments. Et il y avait du texte, des textes écrits par Romain et par Samuel. Samuel Gallet. Samuel Gallet, qui est auteur de théâtre et qui a participé au projet pour l'écriture du texte, justement. Et en gros, on a mélangé tout ça. Moi, j'ai pas tellement de méthode quand je travaille le son. Je mets beaucoup de choses les unes derrière les autres et j'essaye d'y trouver une cohérence et une sensibilité qui me correspondent et qui puissent être partagées, en l'occurrence là avec Romain et Samuel. Et ça a été un son qui est allé creuser dans la matière de la terre aussi, et comme on dit, field recording, c'est-à-dire quand on enregistre sur le terrain. Énormément. De toute façon, je travaille majoritairement à partir de field recording. Donc c'est vraiment des sons, souvent de la nature, que j'amalgame, mais il y a aussi des sons d'instruments de musique, souvent transformés. En fait, à part les voix, on ne distingue souvent pas quelle est l'origine du son. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matière. Ouais, beaucoup d'archives aussi, de choses, de matière, des fois radio, aussi un peu télévisuel, qu'on s'est amusé à distiller un peu dans le spectacle pour voilà, toucher des questions de mémoire, en fait, de strates, comme l'idée de creuser, de traverser des souvenirs, des souvenirs sonores, en fait. Oui, vous creusez dans les archives du temps, de l'espoir. C'est un lapsus. J'allais justement vous demander, qu'est-ce que vous pensez des cimetières? Est-ce que c'est des beaux lieux de mémoire? Est-ce que là, il y a quelque chose sous terre? Est-ce que vous êtes allé enregistrer les voix de ceux qui traversent, les vivants qui traversent les cimetières? Non. C'est pas cette archive-là, c'est pas ce temps-là que vous cherchez. Mais ça en fait partie. Mais là, pour l'occasion, on n'est pas allé chercher ça. Mais je crois que
Je crois que la situation première était déjà très évocatrice d'un rapport, d'une question autour de la mort, pour ne pas avoir du tout envie d'aller trop chercher à cet endroit-là, plutôt justement faire l'écart et d'aller chercher dans la vie, la mémoire, le vivant. Voilà, la grande question qu'on s'est posée avec Eric et Samuel, c'était quand ça disparaît, où est-ce que ça va en fait ? Le vivant, où est-ce qu'il continue ? Comment la vie se transforme ? Voilà, question très naïve, et parce qu'il y avait cette idée de l'underground comme un souterrain où seraient peut-être préservées les choses qui ont disparu. En tout cas, cette question, c'est une métaphore de la mémoire, en fait, comme une cité qui conserverait tout. Qu'est-ce que ça faisait pour Samuel, cette question-là ? Qu'est-ce que ça faisait pour Eric ? Qu'est-ce que ça faisait pour moi dans le corps, de retrouver ces gestes, de retrouver... vraiment se questionner à partir de ça et de voir après comment on échafaude, comment on construit, en écho les uns des autres. Et le corps qui trempe sa peau dans la matière, c'est pas forcément très agréable, c'est rugueux, c'est humide, c'est laborieux, c'est aussi compliqué parce que c'est vivant la terre, il y a plein de petits animaux, il y a particulièrement à Dijon en plus. Voilà, elle est fertile, elle est habitée, vous n'êtes pas tout seul, vous allez les déranger. C'était l'idée aussi de se dire de donner une image il y a des choses là-dessut. Après, il y a le concret de ce qu'on trouve, et comme je dis à Dijon, on trouve pas mal de vivants là-dessous, ce qui rassure, parce qu'il y a des terres dans lesquelles on arrive, et il n'y a plus beaucoup de vie, ce qui est attriste, et c'est très sec et très peu humide. Mais après, c'est pas le plus compliqué, l'humidité, le contact avec la matière. Il y a une position, il y a une situation, il a fallu beaucoup réapprendre pour le corps, pour moi, et c'était un enjeu de se dire, si on renverse, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment on peut bouger ? Comment ça peut qu'est-ce que ça raconte un corps déjà dont on voit pas le visage et un corps à l'envers ? Et qu'est-ce qu'on peut raconter avec une situation et tragique et burlesque et donnée d'entrée ? Mais à partir de là, comment on peut créer une narration, une narration, elle est étirée, mais une dramaturgie en tout cas. Oui, c'est en fait vous qui portez le monde sur votre tête. Ma tête est devenue le monde. On peut le retourner dans tout le sens où la tête me porte. Merci beaucoup. On découvre ça demain au festival. Avec plaisir. Merci. Théâtre en mai. Radio en mai. Voilà. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Alors, c'est la séquence souvenir. On était dans la terre. Merci beaucoup, monsieur du spectacle Underground d'avoir demain, comme on vous l'a dit. C'est un spectacle dans la durée de 30 minutes. Retour sur l'histoire. C'est les spectateurs aussi qui font l'histoire des lieux et pas que la terre. Retour sur l'histoire avec la séquence spectateur. Catherine est avec nous, est avec son invité. Petit générique. Radio en mai. La chronique des spectateurs qu'on retrouve donc tous les soirs à 20h45 donc sur Radio en mai. Hier, j'ai ouvert le bal avec Sylvie qui est aussi parmi nous. Et aujourd'hui, je reçois Max, 74 ans, qui a été enfant de chœur à cette église et que j'ai le plaisir de recevoir. Max, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. Et en même temps, c'est beaucoup de souvenirs qui s'offrent à moi. J'ai été effectivement un enfant du quartier. J'ai vécu une vingtaine d'années dans ce quartier, place Émile Zola, qui était juste à côté. Oui. Et j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, et j'ai fait enfant de chœur dans cette église, qui n'était pas conçue comme elle est actuellement. Oui, et puis, oui. Et on a commencé à voir passer entre l'église
et le théâtre des choses très fortes. Quand on a vu arriver le théâtre ici, c'était quelque chose qui était au départ certainement très compliqué, parce que le théâtre est quelque chose qui, quelquefois, a des difficultés à atteindre la population la plus modeste, celle qu'on avait, nous, dans notre quartier. Et quand on a vu arriver le théâtre ici, c'était quelque chose d'extraordinaire. La plupart n'avaient jamais été dans un théâtre dans notre quartier. Oui. Et puis, petit à petit, je crois que le TDB a permis à des populations d'accéder à un art qu'on ne connaissait pas du tout, hein, et qui, pendant leur activité, certainement auraient voulu aller, pour ces retraités, aller dans ces lieux, oui. Mais qui était un petit peu un accès difficile, quoi. Voilà. Toi-même, tu as participé à des spectacles ? Pas en tant que comédien déjà, mais beaucoup de spectacles, parce qu'on fait partie d'un des relais du TDB en tant qu'association. Je m'occupe d'une association de retraités qui s'appelle Loisirs Solidarité des retraités. On est 500 adhérents sur la place Dijonès, c'est quelque chose d'important. Et le TDB a ouvert des possibilités à notre association, à des gens très modestes, des gens qui sont complètement isolés, de pouvoir venir découvrir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu du temps même de leur activité. Rentrer dans une église, c'est toujours quelque chose de sacralisé, oui. Mais en plus, trouver dans cette église un théâtre, c'était encore quelque chose encore de plus compliqué. Et je crois que le TDB a déblayé beaucoup de choses permettant à des gens de pouvoir quand même s'offrir et de venir ici dans cet endroit. Tu m'en diras tant, Max, parce que moi-même, donc, je découvre depuis quelques jours la ville de Dijon. Donc j'ai vu qu'aux alentours, il y avait différentes églises. Donc je vais être amenée à voir comment en fait est structuré le lieu. Et c'est vrai que donc en intégrant donc ce lieu-là, j'imagine qu'il y a des souvenirs qui remontent. Oui, des souvenirs. Alors peut-être un petit côté humoristique, je ne sais pas, mais c'était un quartier qui était très populaire, avec des gens qui avaient beaucoup de choses peut-être à se confesser. Ici, il y avait 5 confessionnels. Donc ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de péchés, certainement, à se faire pardonner. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc tout autour, là, on ne le voit plus parce que la structure a été complètement modifiée. Mais il y avait 5 confessionnels qui étaient là au milieu. Et moi, j'ai connu le départ du TDB où il y a eu des lectures alors c'est encore l'église, hein, il n'y avait pas la structure, il y avait des lectures de Charlotte Delbault qui a été fait, alors on ne me rappelle plus la période, c'était une période où il y avait une grande initiative nationale, je crois, sur les lectures de Charlotte Delbault, et c'était pendant toute une nuit, ici, il y avait des lectures qui étaient faites avec des relais, c'était relayé par des comédiens, des gens qui parlaient. Et moi, j'ai participé, alors pas en lecture, hein, mais en écoute pendant un moment ici également. Voilà. Et est-ce que le curé, il venait au théâtre ensuite, ou est-ce qu'il avait changé de paroisse ? Le curé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que j'en ai connu plusieurs. En plus, c'était des curés qui étaient en soutane. Hein. C'était pas la période où ils étaient en costume comme on les voit actuellement. Ils étaient en soutane. Et moi, enfant de chœur, j'étais habillé avec des chasubles rouges, une toque sur la tête. La difficulté que j'avais, c'était de savoir à quel moment il fallait passer la sonnette, et j'étais tout le temps dans une... je ne savais pas à quel moment il fallait sonner. Et en fin de compte, il se retournait vers moi et je m'apercevais que c'était... j'étais pas au bon moment, et puis il fallait vraiment que je fasse la sonnette à ce moment-là. Voilà. Ce que je trouve formidable, et dans ce que j'entends, c'est toute la magie en fait qui opère ici, au théâtre. Ah oui, ici... moi, ça fait un moment qu'on vient ici voir des spectacles. Oui. On vient avec une association de retraités, avec des personnes seules, des personnes isolées, très modestes, hein, je le renouvelle. Hein, et c'est vraiment... moi, j'ai vécu ici quelque chose d'extraordinaire avec un groupe de retraités. C'était Hamlet, 3 heures du temps de François Château, 3 heures, 3 heures et demie à peu près de spectacle. Et on avait cassé la croûte ici, et j'ai souvenir de retraités qui étaient assis sur les podiums, sur les bureaux pour pouvoir casser la croûte, parce que c'était pas aménagé, et des gens qui étaient jamais venus au théâtre, et ils sont restés 3 heures et demie voir un spectacle comme celui-ci.
C'est quand même pas simple de pouvoir emmener un groupe. Et du coup, on a retrouvé un public qui adore le théâtre. Voilà. Comme quoi, un enfant de cœur un peu distrait peut être un excellent spectateur de théâtre. Merci beaucoup, Max. On va écouter un petit reportage. Je suis allé rencontrer, encore dans l'idée de montrer les dessous du théâtre et les coulisses du théâtre, je suis allé rencontrer une autre créatrice sonore qui fait le même travail qu'Éric Petit qu'on vient de voir, qui travaille sur Saga, qui est sur le plateau et qui est en même temps comédienne. Elle s'appelle Valentine Basse. Alors, je suis au jardin de l'Arquebuse et je vais rejoindre la troupe de Saga qui est en train de répéter dans le jardin derrière des palissades, et je vais retrouver Valentine Basse qui a fait toute la création sonore du spectacle. Alors c'est caché apparemment. Bon voyage, comme on dit dans le jargon. Hein. Et pour éviter d'être déçus, on va vous inviter à adopter la posture de spectateur idéal et de ne vous attendre à rien. Paris 1622. Valentine, c'est une répétition. Oui, c'est une répétition. Avec tes peluches. Un filage, quoi. Et tu fais quoi? Je vous dérange techniquement? Non, pas du tout. Alors, on est en extérieur au jardin de l'Arquebuse et vous êtes... c'est quoi? C'est des tréteaux en bois et vous êtes installés, vous, avec tout votre matériel pour faire le son sur un petit coin du... Point de tréteaux, effectivement, des tréteaux avec un dispositif trifrontal. Donc j'ai des gens juste derrière moi, en face et un peu sur le côté. Voilà. Et vous avez plein d'objets, il y a du crunch, il y a des gâteaux, il y a des clopes, il y a un petit pot de Nutella. C'est quoi le tout crunch ça? et les gâteaux, c'est vraiment, ça ne fait pas partie du spectacle. Mais le petit pot de Nutella, si. C'est un cadeau d'avant-première. Ça, c'est le petit oiseau. C'est notre petit objet fétiche de la compagnie qu'on embrasse avant chaque représentation. Bon, les cigarettes, c'est pour une autre scène. Et là, j'ai aussi des appos pour faire des sons donc d'oiseaux à un autre moment. C'est normal qu'il aime jouer. Vous bricolez tout le son en direct pendant que tout le monde joue. Tout se réinvente. Ouais. Exactement, je suis aussi en fonction des volumes de la salle, je réadapte toujours aussi les niveaux sonores. Et puis suivant les scènes, si elles prennent plus ou moins de temps, il y a des morceaux qui sont déjà préenregistrés mais sur lesquels je rajoute des choses, tout ça, en fonction de ce qui se passe, quoi. Et à part les objets que vous avez là devant vous, tout est caché, il n'y a même pas d'ordinateur avec vous? L'ordinateur il est en dessous. Si jamais j'ai un problème, ce qui arrive. Et comment vous l'avez travaillé le son? Avec les comédiennes en permanence, avec le jeu ou de votre côté? Non, toujours toutes les répétitions ensemble, et puis des commandes de Johanna, des moments, des trucs précis. Et la trame globale des musiques, des sonorités que vous utilisez, vous la décririez comment? Je sais pas, je pense que ça va dans le sens du spectacle, avec à la fois des choses que j'ai essayé de retrouver un peu de l'époque, quoi, et aussi des anachronismes, des trucs plus contemporains, quoi. Et avec les appos, là, tous vos objets, c'est du son que vous envoyez en direct, c'est pas du son qui repasse pas des enceintes? Ouais, ça, les appos, c'est en direct, ouais. Et le petit micro? Et le petit micro, il repasse dans les enceintes, mais effectivement, à un moment, il y a un moment chanté. Et il y a la guitare aussi. Plein de surprises. Plein de surprises. C'est de la musique de tréteau, du son de tréteau, du son fabriqué en direct, en live. Quelques câbles, vite fait, mais tranquille. Et de jouer en extérieur? Ça apporte une dimension plus poétique souvent. Il y a un côté vraiment plus grandiose en extérieur quand même. Et vous jouez avec les éléments de la nature, là, ce qui peut advenir autour de nous? Exactement, tout à l'heure j'ai mis un son d'oiseau sur l'accouchement normalement quand Molière naît, quoi. Et là ça se confond avec les oiseaux du parc, donc on sent pas la différence, j'aime bien. Il y a plein de sons aussi que je mets très peu fort, comme c'était pour les insinuer, quoi. Est-ce que c'est vraiment entendu ou pas? Est-ce que ça fait partie de notre imaginaire? Est-ce qu'on entend des enfants derrière nous? C'est vous qui les avez mis? C'est moi qui les ai mis, exactement. On les voit pas courir. Il y a l'image, le son et l'image, ouais. Je vous laisse répéter. Ouais, merci. C'était Valentine Basse de la compagnie Les Estivants.
Radio Ormé, ça continue. Deuxième épisode aujourd'hui. On continue. Alors voilà, c'était la première ce soir du spectacle Clownstrom de la compagnie Moonstrom. Ils aiment bien les zooms parce que c'est du côté de l'Alsace qu'ils sont installés. Ils sont artistes associés avec un grand théâtre qui s'appelle la Filature de Mulhouse. Et ici, à Dijon, à Théâtre Ormé, ils présentent donc ce spectacle parodico, tristo, farineux, dans un lieu secret. Alors, on ne sait pas où on va, hein, on vous suit, on vous guide. Alors, on a la chance d'être avec Louis Arène et Delphine Cotu, qui sont deux des comédiens du spectacle qui en comptent 3, avec Sophie Bott. Et merci de nous avoir rejoints si vite, parce que c'est pas juste à côté là. Et puis vous êtes bien farinés, hein, vous êtes maquillés, vous êtes des clowns à la peau fine, à la surcouche. Comment ça se passe la préparation du maquillage avant d'entrer en scène? Delphine peut vous en parler, c'est elle qui en souffre le plus. Non. Voilà, c'est de l'argile. Et ça met un certain temps à sécher, donc il faut se préparer en avance, quoi. Et voilà, ça... Et ça agit vraiment comme un costume, cette argile qu'on met sur sa peau? Oui, on se transforme. On se transforme tout de suite, quoi. C'est une seconde peau, quoi. On a l'habitude de travailler avec l'objet masqué dans la compagnie. La plupart des spectacles sont avec des masques assez moderne, mais qui recouvre quasiment tout le crâne, qui a juste la bouche apparente. Et là, c'était la première fois qu'on voulait se coltiner un peu à l'art du clown. Et le clown reste, malgré tout, le nez de clown reste un masque. C'est le plus petit masque du monde, mais ça reste un masque. Et c'est vrai il y a toujours un projet, un parti pris esthétique assez présent dans la compagnie, en général pour des spectacles qui sont faits pour la salle. Et là, c'est la première fois qu'on avait envie de sortir de la salle, de se confronter à des lieux atypiques, des lieux réels. C'est important que ce soit toujours des lieux réels, bruts, des friches, des usines, des hangars. Et du coup, on amène quand même une esthétique, une scénographie, des personnages assez marqués avec nous. Donc effectivement, on est complètement recouvert de Oui, vous poudrez de poussière. Aussi le lieu, c'est-à-dire que vous-même, vous enduisez d'argile, vous arrivez de nulle part, et le lieu, vous le transformez aussi en nulle part. Quand on arrive, on voit que c'est, sans dévoiler l'entièreté de votre spectacle, mais on sent que voilà, il y a une sorte de poussière d'étoiles que vous déposez pour faire que tous les lieux sont les vôtres, donc tous les lieux sont les nôtres. Le lieu, c'est vraiment le quatrième personnage de la pièce. C'est pour ça qu'on met un soin particulier à choisir le lieu à chaque fois avec les équipes qui nous accueillent, pour que ce soit un lieu avec une personnalité qui dégage déjà quelque chose. Quand les spectateurs rentrent, il faut qu'il y ait un waouh qui agisse tout de suite. Oui, ça le fait. Et puis il y a les comédiens, il y a ces personnages. Ils sont 3, c'est un trio qui vient se présenter l'un après l'autre. Ça, c'est chacun à son entrée. Alors vous, Delphine, quand vous rentrez, de quel clown êtes-vous le nom, comme on pourrait dire? Votre clown, il fait comment son apparition? Il intervient après celle de celui de Louis. Mais donc vous arrivez. L'espace est à vous. C'est un clown qui a ses obsessions, disons. Ses obsessions, c'est que les choses soient à leur place, rangées, et que visiblement... Quand mon clown arrive, quelqu'un est passé avant. Il y a eu une présence qui a tout désordonné. Donc déjà, il y a voilà, ça la perturbe. Et elle va mettre un petit moment avant de se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette zone et qu'elle n'est pas seule. Parce que chacun se pense seul dans cette zone au départ. Personne ne sait qu'il va avoir affaire à un autre, puis à un troisième. Et c'est tout l'enjeu du spectacle, quoi. C'est comment on va cohabiter dans cet endroit où on avait pensé que c'était notre endroit. Comment on va se diviser la zone, qui va régner sur cette zone. C'est un clown de petits pas vifs. Oui.
C'est un clown qui va vite, c'est un clown souris presque. C'est un clown efficace. Ah oui, c'est un clown qui a de l'entrain, de l'humour. Qui a de l'humour, qui a un mauvais caractère. Mais qu'il y a du tempérament. Et le Oui. tempérament s'imprime dans une gestuelle très rythmée, très rythmique. Oui. Alors que le clown de lui est beaucoup plus tranquille, plus posé. Pas toujours. Quand on a des petits moments d'énervement, il faut bien que ça s'active un peu. Il y a un rythme, un autre rythme. Est-ce que ce serait plutôt un clown des hauts du corps avec des angles, des angularités? Il a les bras, il a les jambes. Eh bien, si vous le dites, Aude, c'est que ça doit être vrai. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle-là, mais maintenant que vous le dites, nous sommes assez complémentaires, sans doute tous les trois, oui. Ah bah oui. Et Sophie, c'est peut-être plus Parce que c'est ça, il y a trois clowns. C'est le sentiment, c'est l'émotion. Elle a plus d'émotion que vous deux, exactement. visiblement. Ouais. Elle a des bras qui font des ronds pour enserrer des corps morts. Oui. Et puis c'est la seule, je pense, de nous trois qui porte un peu encore un idéal, qui s'est un petit peu estompé quand même, qui a été lavé comme ça, mais qui cherche encore l'amour. Hein. Enfin, il y a un désir encore je dirais que c'est le seul des trois qui est encore dans un désir de vie comme ça, qui va chercher comme ça auprès d'un quatrième personnage dont on ne dévoilera pas l'identité. Voilà, une sorte d'affection, quoi, de la tendresse. Je pense que c'est celle qui cherche de la tendresse. Vous travaillez comme ça vraiment en complémentarité, en improvisation. Le postulat de départ de cette histoire, c'est une phrase que vous êtes dite. Oui, on s'est dit, on est parti en improvisation. C'est un spectacle qu'on a créé très rapidement. On avait une commande pour un festival de rue à Mulhouse et on l'a créé vraiment dans l'urgence. Et c'est ça qui a donné un geste assez fort et radical comme ça. Et oui, on s'est dit, ça serait les 3 derniers clowns après la fin du monde. Et puis il y avait aussi l'image, l'idée d'un paysage, d'une scénographie complètement blanchie, les corps aussi complètement blanchis et qui resterait uniquement les 3 nez rouges comme 3 points de suspension sanglants après la catastrophe. Il y avait cette image-là aussi très forte. Oui, un peu post-apocalyptique. Oui, avec une énergie brute, un peu post-industrielle. Il y a ces 3 petits points rouges qui clignotent sans trop savoir où ils vont. Vous avez des clowns préférés, des gens dont le potentiel comique vous séduit particulièrement? Moi, j'aime beaucoup Catherine Germain, par exemple. C'est un clown que j'ai découvert il y a quelques années quand elle, dans son spectacle 6e jour sur la création du monde, justement, et la création de l'homme. C'est quelqu'un qui me fascine, qui a une très grande poésie, quoi. Et bon, j'ai fait un stage une fois avec elle, mais je trouve qu'elle porte quelque chose de très, très, très large, comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui m'a... Enfin, je m'en suis pas inspirée directement parce que de toute façon le clown c'est un petit peu c'est en soi qu'on le trouve, c'est en soi, c'est difficile de travailler. De tous les jours vous progressez, c'est ce que tout le monde évoque quand il parle du clown, c'est dur. Après, nous, c'est un peu comme avec le masque, on est un peu des profanes aussi. C'est-à-dire qu'on s'est emparé du clown sans avoir forcément une formation très, très poussée. Mais c'est vrai qu'il y a forcément plein d'inspirations. Moi, je me souviens aussi du spectacle magnifique de Yann Frisch qui s'appelle Le syndrome de Cassandre, qui est à la fois du clown et à la fois de la magie. Et c'est aussi après ce spectacle-là très très beau que j'ai eu envie de m'en emparer parce que j'admire cet artiste qui vient pas forcément de là et qui n'a pas fait d'autres spectacles de clown non plus avant ni après et qui s'est complètement emparé de cette forme-là pour en faire quelque chose de très singulier, très personnel et ça a éveillé aussi en nous cette envie-là. Clown Stroom, où on apprendra peut-être, sans le savoir, où on les trouvera, que les clowns ont des ailes et peuvent trouver d'autres espaces d'expression. Merci beaucoup. Rendez-vous Merci, Aude. Demain encore et après-demain. Après-demain, dimanche, pour voir votre spectacle dans ce lieu perdu, isolé, inconnu, dont on ne dira rien. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.
Merci beaucoup Louis Arène, Delphine Cotu. Demain, Radio en Mai, un autre programme encore bien riche de rencontres. Où irons-nous? Qui accueillerons-nous? Eh ben, vous le saurez. Vous pouvez le savoir d'ailleurs en regardant le programme du festival, puisqu'il y a un petit QR code qui vous dit tout ça. On se donne rendez-vous au Parvis Saint-Jean, 20h15. C'est l'heure pour demain. Merci Catherine. Ah. Merci Catherine. Merci Aude. À demain. À demain.